Maintenant, je suis dans un bar où passe de la mauvaise musique et où parle une foule de gens. Nous sommes le 14 février 2020. Il est trop tard pour écrire. Je ne dois pas trop nommer pour dire ce qui se passe en moi maintenant. Devant moi, au comptoir, une femme boit seule un verre de vin rouge car son mari, qui revient maintenant, parlait d'un sujet futile, assez fort pour être entendu. Des enceintes coulent une mauvaise musique, facile à écouter. À ma droite, des couples de Saint-Valentin écoutent le garçon parler. À gauche, des groupes d'hommes et de femmes disposés dans une exacte distance correspondant à l'exacte nécessité de la séduction s'attendent. Il y a un match de foot dans l'écran plat. Je voudrais rester ainsi, à la surface de l'eau, sur la couche très légèrement solide qui me sépare du fond. Dans mon esprit passe l'histoire de Coiré, ce récit de gestes, cette économie des mouvements qui, par lente accumulation, fait passer le temps en lui-même, comme un enfant qui bouclerait éternellement ses lacets. La musique s'interrompt quelquefois et alors je respire. Je sens bien qu'entre les ballons en chœur qui ornent le plafond, qui bougent quand on ouvre la porte, et le regard curieux des clients qui ne comprennent pas ce que je fais là, maintenant, à écrire, je ne suis pas loin d'une certaine angoisse que je ne rejette pas, mais dont je ne sais pas non plus quoi faire. Une femme, assise sur un tabouret haut, exactement à ma gauche, tient un verre de vin blanc et parle de problèmes avec deux autres personnes qui, très visiblement, s'en moquent. Des groupes arrivent, comme ça, vaguement, avec un air de tristesse joyeuse sur la tête, en portant des chapeaux, et avancent dans une disposition connue. On dispose les verres dans le lave-vaisselle qui fume. Je ne vais pas tarder à partir. La vérité est que la plupart du temps, il ne se passe rien. Dénombrer avec précision, les attitudes ne changent strictement rien à la situation. Il ne se passe réellement rien. Jonathan peut bien détester ce motif. Ça ne change rien non plus. Le vide n'est pas une absence ou un néant, mais cet empilement ordonné de corps qui ne parviennent plus à être au-dessus d'une mêlée de déjà-vu. Pourquoi cette ville me donne tant cette impression ? Ici, j'ai le sentiment plus qu'ailleurs que tout est factice et nu en même temps, et l'illusion qui ne dissimulerait rien. Et je suis touché par une indifférence légère. Je veux autre chose. Je veux autre chose, mais ce n'est pas bien grave. Ici, je sens que l'on peut se satisfaire du vide car il n'est pas un scandale ou un arrachement. Il n'est pas une douleur très vive, mais ce caillou dans la chaussure que l'on met 2 semaines à enlever car il ne fait rien qu'une légère douleur. L'âme est impossible ici. Les choses sont très exactement des objets, très simplement cela, très cruellement cela, des bibelots disposés sur une armoire de vieille. Je suis dans cette terre médiane de bon sens et de raison, l'ordre ordonné des conversations, la peine limitée des ruptures et l'euphorie modeste des grandes révélations. Nous sommes le 22 février 2020. Je voudrais être dans les vagues maintenant, dans l'écume froide des vagues de Kerlouan, rouler avec l'écume et le sable, être poncé par le sable et l'écume. Je voudrais ça. Je tenais la flamme d'une chandelle entre mes doigts. Je sentais la pulpe qui brûlait, la chair qui brûlait. Je songeais à ma peau dissoute et je voulais les vagues. Le sable dans mon dos, l'écume où je plonge depuis que je suis enfant et où je ne pense à rien. Seul endroit où je ne pense à rien, je crois. Je veux cesser le commerce des sentiments. Le soir, comme sitôt depuis quelque chose. Sitôt. Une fatigue discrète m'accompagne partout. Mes gestes disent qu'une chose est terminée. Dans le bar, les gens applaudissent quand la France marque l'essai. Je ne bougeais pas trop. Je regardais Julie qui lavait les verres derrière le comptoir. Je m'imaginais rouler dans les vagues et l'écume froide, de Kerlouan. Et maintenant je suis à mon bureau.
Je ne sais pas pourquoi j'ai dans l'esprit l'idée d'une carte postale envoyée depuis longtemps et qui me parviendrait juste maintenant pour me dire un secret. Des choses comme ça n'arrivent jamais. Devant moi, des plantes enfoncées dans des pots. Elles poussent. Je pense qu'elles sont en train de pousser maintenant et je suis épuisé. Quel effort! Quel effort faut-il pour être là aussi et pousser? Je voudrais être dans le sable et l'écume froide, comme quand, dans l'été, j'enfonce mes orteils dans le sable en attendant le ressac. Parfois quelques algues viennent se nicher. Je ne sais pas comment faire pour lutter contre cette impression d'avoir perdu mon temps. Ça aussi, c'est un motif que Jonathan déteste, mais je ne sais pas pourquoi je veux soudainement déranger les objets, déplacer le mobilier, mettre en désordre quelque chose. J'ai envie brusquement de déclarer des choses, de dire aux choses, de dire aux choses des choses, de dire aux choses un nouveau mot pour les nommer, de dire des choses aux gens. Mes vêtements sèchent et je pars demain. Nous sommes le 24 février 2020, la veille de mon anniversaire. Départ pour Francfort. Je traverse l'étendue sauvage qui borde les grandes gares. Il n'y a personne à côté de moi. Plus loin, quelqu'un mange. Je sens l'odeur du pain, du jambon. Les tunnels rendent aveugles les fenêtres. À gauche, soudain, un champ solitaire, inachevé, les champs de l'Est de la France. Les nuages de l'Est de la France. Tout l'Est de la France, là, comme une longue traînée répétée comme une gamme. Je pense à Manon que je viens de quitter. Son sourire était beau tout à l'heure, et il ne fait pas froid dans mon corps maintenant. Vers la fin de la plaine, deux collines séparées par un avion qui descend, tout existe. Vraiment, tout existe. La terre humide et noire, le reflet, tout existe. 1er mars 2020. Je suis comme épuisé, réellement fatigué pour rien. J'orbite autour d'une tristesse quotidienne. Je peux rebattre les cartes 1000 fois, je n'en tirerai rien de nouveau. C'est vrai que j'ai tout dit. C'est vrai que j'ai tout dit 1 million de fois jusqu'à la nausée. Et c'est vrai aussi que non seulement tout a été dit, mais que même ce sentiment a été émoussé. Couteau usé jusqu'aux manches. Les gens peuvent me dire comme l'enfant passe son doigt sur une lame qui ne provoque aucune plaie. Les gens peuvent me lire ainsi. Je réinvente quelquefois ma langue et ma langueur en disant ou bien qu'elle n'est rien ou bien qu'elle est autre. Je me complais ou je ne me complais pas, je me désigne ou je ne me désigne pas, j'observe et je ferme les yeux, qu'importe. Je cherche l'entre-deux de cet état d'écriture. Je pressens dans le monde un fantôme qui bat les bras. Comment cesser l'hécatombe des choses et des sensations? Un chasseur entrerait dans une forêt, armé jusqu'aux dents, et tirerait sur tout ce qui bouge. Que ça ne serait pas différent. Pas différent. Pas différent que ce crachat, que cette glaire. Je peux me moucher dans la langue jusqu'à la fin des temps. J'organise mes déchets comme si, à défaut de soins, j'apprenais à dessiner avec mes miasmes. Bien sûr, parfois, rarement, je tousse avec force. Je sens un temps ma gorge libérée. Le régime inique de désignation, de délimitation, de déclaration, de poétisation cesse. Mais je ne suis pas guéri. Je crois l'être. Ma tête relevée dans le lit a dégagé les sinus et la trachée. Mais je ne sais pas ce que je désire. Il me semble que si je faisais tout le temps l'amour ou que je voyais tous les jours la mer, je diminuerais le flot. Vais-je devenir écrivain parce que je ne sais pas quoi faire? L'ennui est peut-être une maladie sérieuse. En même temps, ma disposition intérieure, ma paresse dans l'effort, en fait, mon manque de volonté dans les entreprises qui demandent un certain degré de violence contre moi-même, comme la poésie rythmée qu'aime Marie-Anaïs, ou n'importe quoi d'important, tout joue contre ma faculté à accoucher d'un objet que je pourrais éloigner définitivement de moi. J'habite dans mon ennui. Ma fatigue est une pièce où je range des idées. « 7 mars 2020.
Les derniers jours passent comme des anomalies. Je corrige des copies et j'écris des poèmes. Je parle à Damien, Marine, Naïs. J'ai mangé des tagliatelles à la sauce tomate à l'instant. J'ai bu un verre de coca. J'ai mangé des ours en gélatine en trop grande quantité. Je suis capable de m'empiffrer de bonbons. Le goût pour le sucre, je le tiens de mon père. Quand nous allions faire les courses ensemble, nous achetions souvent un paquet de sucreries, des crémas ou des gommes colorées que nous mangions entièrement sur le trajet qui nous séparait de la maison. Un trajet qui n'excède pas 10 minutes. Quand mes parents étaient encore ensemble, quand nous formions encore une famille complète, ma mère reprochait souvent à mon père l'habitude qu'il avait de mettre sur la table du dîner une bouteille de sirop. Je ne sais plus quel sirop on avait. Des sirops à la menthe, à la cerise, des choses comme ça. Je ne buvais presque jamais de l'eau qui n'était pas parfumée. Avant-hier, mon père s'est fait opérer de la hanche. Il m'a parlé la veille de l'opération de sujets dont on ne veut pas parler avec son père. La mort de mon père, j'y pense depuis que j'ai 6 ans. Elle me prend dans le ventre d'un coup, et je peux pleurer brusquement juste en y pensant. Son visage, que je me représente ou bien animé par le rire, ou bien très grave, est toujours, en quelque sorte, habité par la mort. Entre 6 et 10 ans, mon père venait presque tous les soirs s'asseoir à côté de moi dans mon lit, avec un très grand livre d'images que je possédais. Les images représentaient des peluches animées une nuit de pleine lune, et jouant dans une fête foraine ou dans d'autres endroits. Le jeu consistait à trouver le plus rapidement possible l'animal que m'indiquait mon père. « Trouve le panda !» Et je cherchais le plus vite possible. À la fin, cela ne voulait plus rien dire car je connaissais par cœur la place des animaux. J'ai eu très peur dans la nuit de mercredi à jeudi, et encore tout le jeudi matin. J'ai encore peur de savoir mon père seul et triste. Une rage terrible gonfle ma gorge quand je pense à sa présence solitaire à la maison, dans le salon, regardant un film ou une émission avant d'aller se coucher, encore seul, dans son lit. Ce n'est pas tout d'affronter la solitude, mais celle de ses parents. Celle de ses parents, c'est autre chose. Souvent, je pense à ma propre vie et je m'imagine moi aussi très seul plus tard. Je m'imagine très seul dans ma vieillesse. Je voudrais vraiment que ça soit entendu sans pathos ou sans amertume. C'est une sorte de fait vers lequel je tends. Comme si, en vivant, je ne faisais rien d'autre que courir vers une solitude que j'avais connue enfant. Parce que toute mon enfance, j'ai appris à vivre seul, à jouer seul, à être seul, à penser seul et à aimer seul.